Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé. Le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux en train de regarder Magloire Télévision en ce moment. Merci de nous rejoindre pour vous informer à travers cette édition du journal. Bienvenue à vous, voici les grandes articulations. À la une de l'actualité, dans l'optique de la rentrée parlementaire ce 15 mars 2026 à la Chambre basse du Parlement congolais et pour mieux préparer la cérémonie d'ouverture, Eneboji Sangara, speaker de l'Assemblée nationale de la RDC, a présidé une réunion avec les membres du bureau. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Et puis Guillaume Gueffa a dénoncé les dérives menaçant l'esprit de la loi de 2025 sur les statuts des chefs coutumiers en RDC. C'était lors de son intervention au Forum national des affaires coutumières abordant le thème « Justice et affaires coutumières ». Au sommaire encore, conduite par le commissaire général Benjamin Alongaboni, la délégation de la haute hiérarchie de la police nationale congolaise a été reçue par le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mouzito. Les détails de leur rencontre est à suivre dans ce journal. Et enfin, Jean-Pierre Liaou a présidé une rencontre mercredi 4 mars 2026 avec des agents de l'État dénommés Farafarana VPM afin de permettre à tous les fonctionnaires d'exprimer leurs desiderata pour l'amélioration des conditions de travail à la fonction publique. Et c'est tout pour les titres. Messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. Mais tout d'abord, cette information, situation sécuritaire en République démocratique du Congo au cours de l'entretien qu'elle a eu avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jennifer Chapman, ministre d'État au développement international et de l'Afrique du Royaume-Uni, a réaffirmé l'impératif d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise et le soutien de son pays aux efforts en faveur du retour effectif de la paix dans la partie orientale du pays. Suivez ce reportage pour plus de détails. Au cours de cet entretien de haut niveau, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont passé en revue les piliers de la coopération entre la RDC et le Royaume-Uni. Madame Baron Chapman, ministre du Développement international et de l'Afrique du Royaume-Uni, a souligné la volonté de son pays d'accompagner la RDC dans ses défis de croissance, notamment à travers des investissements accrus dans les infrastructures de base et le soutien aux populations vulnérables. Dans un tournant diplomatique majeur, le Royaume-Uni a appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle a exprimé le soutien de son pays aux sanctions imposées par les États-Unis le 2 mars 2026 contre l'armée rwandaise accusée de soutien direct aux rebelles du M23. Le Royaume-Uni, au Royaume-Uni, croyons fortement aux lois internationales. Et cela inclut justement l'intégrité des frontières nationales. Et que les frontières entre le Rwanda et la RDC doivent être respectées, leur intégrité doit être respectée. Et s'agissant des nouvelles sanctions imposées par les États-Unis au Rwanda, en tant que pays souverain, le Royaume-Uni, lui, regarde plutôt à l'avenir, à ce que nous pouvons faire, quel serait l'impact. Bien sûr, les sanctions peuvent être une des parts. Cependant, ce que nous visons, c'est s'assurer qu'il y ait la paix, que la paix soit rétablie. La ministre Chapman a réitéré l'engagement britannique à soutenir les efforts de paix et l'aide humanitaire pour stabiliser les régions touchées par les conflits.
Et toujours en diplomatie, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, a accordé une audience à Roxane Bildering, ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération académique et scientifique entre la RDC et la Belgique, notamment en matière de mobilité universitaire, de recherche et d'innovation. Je vous prie ici de suivre Roxane Bildering dans ce propos au sortir de cet entretien. Avant tout, c'était pour moi l'occasion de rendre une visite de courtoisie que je voulais faire depuis longtemps, mais qui ne s'était pas organisée pour des raisons d'agenda. Donc c'était important pour moi d'avoir l'occasion de voir la ministre et de discuter parce que la coopération universitaire, c'est un des aspects extrêmement importants de notre coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Et donc nous avons évidemment des institutions qui ont historiquement des liens très profonds, mais aussi qui continuent à s'inscrire aussi dans l'avenir, parce qu'on sait qu'investir dans la formation, et en particulier la formation universitaire, c'est extrêmement important pour l'avenir de nos deux pays. Donc on continue à être très impliqués, il y a tous des volets de coopération qui existent, donc nous avons échangé à ce sujet et nous avons vu aussi comment continuer à renforcer ces échanges. Nous savons aussi qu'il existe beaucoup de coopération qui est très informelle, donc qui est due à des contacts entre personnes qui se sont rencontrées, qui ont fait des études ensemble et qui ont décidé de poursuivre les échanges. Et donc c'est parfois difficile de cartographier l'ensemble des liens qui existent entre nos pays, mais c'est ce qui fait la beauté aussi de nos relations bilatérales. Au-delà de ça, nous avons évidemment évoqué aussi les questions d'échange en matière de recherche scientifique. On sait qu'il y a différents domaines dans lesquels nos institutions sont en contact. Je pense par exemple à l'INRB ici, l'Institut national de recherche biologique, mais aussi avec l'Institut de médecine tropicale à Anvers. C'est une coopération historique qui aide à lutter contre les épidémies, qui a déjà montré ses fruits et qui se poursuit dans l'avenir. Il y a aussi d'autres domaines. On sait aussi que le musée de Tervuren, par exemple, le musée d'Afrique centrale, est très actif, est très présent ici et a des coopérations avec diverses universités en République démocratique du Congo. Et je ne peux que m'en réjouir. Et puis, cette actualité annoncée dans le sommaire, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a présidé ce mercredi 4 mars 2026 la réunion du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais en perspective de la rentrée parlementaire prévue pour le 15 mars 2026. Cette session ordinaire qui s'ouvre bientôt exige au bureau un certain nombre de dispositions organisationnelles et stratégiques. Je vous prie ici de suivre le compte-rendu de cette réunion, lu ici pour vous par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jacques Ndjoli. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a présidé ce mercredi 4 mars 2026 une réunion du bureau. Cette réunion avait comme un seul point, un grand point bien sûr, avec plusieurs subdivisions. Et cette réunion était donc consacrée aux préparatifs de la rentrée parlementaire qui aura lieu le 15 mars 2026. Et cette session ordinaire commence donc le 15 comme nous l'avons dit, exige, n'est-ce pas, du bureau un certain nombre de dispositions. Sur ce point, le président a d'abord eu à fixer l'orientation générale de cette session qui va se concentrer sur le contrôle parlementaire. Mais on ne pourra pas aborder toutes ces questions sans tenir compte de contexte politique, aussi bien interne qu'international, le contexte économique, des contextes diplomatiques et social. Mais sur ces points qui seront abordés dans les discours du président qui sera prononcé à cet effet devant le corps diplomatique et d'autres invités, il faut ajouter les questions spécifiques liées aux travaux parlementaires.
C'était donc là l'honorable professeur Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Et puis le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mouzito a reçu le mercredi 4 mars 2026 la délégation de la haute hiérarchie de la police nationale congolaise, conduite par le commissaire général Benjamin Alongaboni. Les échanges ont porté sur les préoccupations budgétaires de la police, notamment l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers, la modernisation des infrastructures ainsi que le renforcement des effectifs. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mouzito, accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumouana, a reçu en audience dans son cabinet de travail au centre financier de Kinshasa la délégation de la haute hiérarchie de la police nationale congolaise, PNC, conduite par le commissaire général Benjamin Alongaboni. Au centre des échanges, les préoccupations de la police nationale congolaise sur l'ensemble du pays. En matière budgétaire, Benjamin Alongaboni a salué la réceptivité du vice-premier ministre Adolphe Mouzito, qui a pris acte des préoccupations de la police nationale congolaise. Satisfait des échanges, la haute hiérarchie de la police nationale congolaise a salué l'attente qui lui a été accordée par Adolphe Mouzito, la réforme et les préoccupations de la police nationale congolaise, portant principalement sur l'amélioration des conditions de vie et des travail des policiers, la modernisation des infrastructures et l'augmentation des effectifs. Un commentaire signé Esther Kiamossi. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu mercredi à 4 mars 2026 une nouvelle séance Farafara na VPM, un cadre d'échange direct avec les agents de l'État. Cette rencontre vise à permettre aux fonctionnaires d'exprimer leurs préoccupations liées à la carrière ainsi qu'aux conditions de travail des agents de l'État public. Commentaire Naomi Faïla. Constat dans sa carrière d'écoute et de proximité, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a consacré la journée du mercredi 4 mars 2026 aux agents publics dans le cadre de la séance dénommée Farafaradna, vice-premier ministre. Entendez face à face avec le vice-premier ministre. Une rencontre qui vise à placer les fonctionnaires de l'État au cœur de l'action publique et à permettre aux agents d'exprimer leurs préoccupations liées à la carrière ainsi qu'aux conditions du travail. Les agents publics ont ainsi exposé leurs motifs sur la gestion des ressources humaines et dialoguer directement avec l'autorité. Au cours de leurs échanges, certains dossiers des fonctionnaires ont été réglés sur place, illustrant la volonté d'apporter des solutions concrètes et immédiates aux préoccupations exprimées. En poursuivant sa série de rencontres directes avec les agents de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a compris que gouverner, ce n'est pas seulement prévoir, mais plutôt communiquer. Autre chose dans ce journal, la justice et affaires coutumières, c'est le thème abordé par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Nguefa au Forum national des affaires coutumières. Le ministre de la Justice a dénoncé les dérives qui menacent l'esprit de la loi de 2025 sur le statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Reportage. Affaires coutumières et justice. Guillaume Nguefa Atondoko Andali, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a tiré la sonnette d'alarme sur la crise grandissante de l'autorité coutumière en République démocratique du Congo. Selon les données de l'Agence congolaise de presse, plus de 300 conflits coutumiers ont été recensés en 2025. Cette instabilité naît de clivages claniques et de la dualité entre droit moderne et tradition représente une portion des dossiers traitant de la terre et du trône devant nos cours et tribunaux. Cette situation est exacerbée par 3 foyers de tensions majeures. D'abord, la crise Tekeyaka dans les Grands Bandundu, les successions contestées dans le Haut-Touélé et le Nord Kivu, et enfin la pression foncière à Kinshasa et au Sud Kivu, où la terre devient l'objet des ventes illégales et des déguerpissements brutaux.
nous devons veiller à ce que la loi reste le cadre de référence, non un levier de clientélisme. Le ministre de la Justice a posé ouvertement la question du retour des tribunaux coutumiers dans l'architecture judiciaire congolaise, soulignant la nécessité de trouver des solutions pour renforcer le rôle de l'autorité coutumière en RDC. Et dans le reste de l'actualité, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, à plus ou moins 130 km de la ville de Lubumbashi, où le président fédéral de la Fondation Babazive, Jean-Marc Kitamba, a procédé à l'installation de la nouvelle base de Kambové. Et par ricochet, le comité dirigeant une cérémonie qui constitue une bouffée d'oxygène pour les habitants de ce coin qui ont longtemps désiré adhérer au sein de la fondation qui place le social en premier. Nous allons revenir sur cette activité dans ce reportage de Yvan Chimbalanga. Une forte délégation du comité fédéral de la Fondation Babazive, conduite par son président Jean-Marc Kitamba, a effectué une descente dans les territoires de Kambova, à 130 km de la ville de Lubumbashi, pour une mission précise, celle d'installer un nouveau comité qui dirigera dorénavant la base de ces territoires. Aussitôt arrivée, la délégation a été accueillie par le président Aaron Kayumba et les membres de la Fondation Babazive de Kambova. Après la prière, le représentant de la Fondation Babazive à Kambova, l'évêque Aaron Kayumba, a souhaité la bienvenue au comité fédéral. Juste après ce bref moment, Jean-Marc Kitamba, président fédéral et chef de la délégation, a pris la parole pour exhorter tous les membres présents et leur a donné l'idéologie de la Fondation Babazive en quelques mots. Fondation Babazive, oh! Fondation Babazive, oh! Kusema fondation yetu iko nguvu sana mu social. Fondation yetu tuko nguvu sur le plan scolaire ou sur le plan de l'éducation. Ni kusema tunabebaka batoto benye banakuwa bayatima, tunabaprendre en charge, banafunda kwa masomo yetu yote jusqu'à ce que le mtoto atapata diplôme d'État. Mutaona kusema tunachana na mafondation ingine ile naweza kuya na pacha mtu bunga na pacha kikwembe naishi mais mtoto liko yatima tunamprendre en charge anaanza masomo na pala taishi. Alors wengine wanaweza kuuliza sasa pale hapana kwa masomo watafanya je? Tunakuwa na mahopito tuko kama social, mtu anaweza kufunda après kufunda anaweza kulukula bana mtunza mule vya bule na chakula anakula mpaka pale atashikia mzuri. Tunakuya tena na wakati batu ba mambre betu banapotesha ba etre cher. Kwa mfano, mtu leko mambre wetu anapotesha mtoto, ule mtoto tunaungamaka naye Fondation Babazive. Wakati kile kilio tunabeba ile magumu inakuya yetu. Il sera aussitôt complété par quelques membres du comité fédéral. Puis vint le moment tant attendu par plusieurs, celui d'installer le comité de la base Kambova de la Fondation Babazive, cher au père fondateur, Excellence Bobo Malulu Kalungwe, et à la présidente nationale, l'honorable Mukwez Malulu Magloire. Jo drapeau yetu tunakupatia Jo Fondation Babazive. Kila mara, kila siku kunakuya renyo, haifai hii drapeau ipuse. Na ni chini ya maongozi ya hii drapeau kunakuya filosofia ya Babazive, kunakuwa ideologie. Vyote vile tunafanya biko chini ya maongozi ya hii drapeau. Voilà, nimepatia Fondation Babazive na hii drapeau shikashuke chini yanze kwa paka yulu yanze kufronte kila siku. Paka vile slogan tunasema twende mbele. Le comité fédéral ne s'est pas déplacé main vide. Une enveloppe consistante a été remise dans les mains du président Aaron Kayumba pour assurer le transport de chaque membre. Une satisfaction pour tous les membres de la Fondation Babazive de Kambova. C'est par la remise d'un cadeau exceptionnel de 2 chèvres au comité fédéral et par une ambiance conviviale que cette manifestation
s'est clôturé. Et toujours dans le cadre de la Fondation Babazivé, l'honorable Moukwez Maloulou Magloire est allé à la rescousse à des habitants du village Mouloulou dans le territoire de Kipouchi pour apporter une assistance financière en vue de faire réparer un puits d'eau tari depuis plusieurs mois. C'est une joie qui a animé les concernés, en commençant par le chef du village Mouloulou après avoir vu l'eau couler de nouveau à ce puits. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage de Leroy Mwamba et Platini Kadiata. N'ayant pas suffisamment de moyens pour le dépannage de leur puits de forage détruit depuis 2 mois, le seul qui approvisionnait tout le village en eau potable, propice à la santé. Les habitants du village Mouloulou, dans les territoires de Kipouchi, ont recouru à leur élu, l'honorable Moukwez Maloulou Magloire, dit Triple M, pour une assistance financière. Touché par ce besoin urgent qui frappe la vie sociale de ses semblables, la Triple M n'a pas hésité une seule seconde à trouver rapidement la solution. Le même jour, elle a dépêché une délégation pour apporter la somme exigée pour la réparation de ce puits. Sous l'admiration du chef du village Mouloulou, Mwange Kalasa Georges, et l'accompagnement de la population, parmi elles, le membre de la Fondation Babazivé, le puits Tari a été réparé avec finesse par l'ingénieur et ce, après 3 heures de travail. Les habitants tellement impatients ont assisté jusqu'au jaillissement d'eau à leur grande joie. Le chef du village Mouloulou ainsi que tous les habitants ne pouvaient que remercier l'honorable Moukwez Maloulou Magloire pour ce geste humanitaire qui sauve de vie, car dit-on, l'eau c'est la vie. Mina mpikia accent. Magloire kwa hii kazi wanafanya na endeleshe na mafashi nyingine na kutengeneza kisimpuke shaufa muda mrefu. Hii muungano ya hii demand tulilomba mnatusaidia, tunapika 1000 merci. Twatotera kuri ya manu mwaisa kutupanda ko pano pa mushitu akichura na meshi yani pari kikintu mwaisa kutupangira twatotera sana muireka kaina kumbi muendeleshe. Occasion faisant les larrons, un appel a été lancé par ses habitants à ceux qui traînent encore le pas à rejoindre la plus grande fondation dans le Haut-Katanga, la Fondation Babazivé, afin de pousser encore plus haut le père fondateur, Excellence Bobo Maloulou, et la présidente nationale, leur député, l'honorable Moukwez Maloulou Magloire. Bapatia tout courage. Bendeleshe na wale bengine bejadiri. Kama na waba mingi, mtaweza. Kama na waki loko msa nyangula cha buji. Bendele na bale wengari wana tafuta kuingia bengie kurashi sana bendele. Mimi naona fondation iko nasaidia ina sana mpaka hapa. Ni mafashi mingi nataka kwa Kalunda niliona masomo. Mafashi pia mingi mlomba shinda ikana mumote merci sana na bale wana tafuta kuingia bengie bashidikuraje. Na hii matrupu yangu ni unayo hapa. Mimi naipenda sana inenepe. Ya Fondation Babazivé kwa mai wanatuletea tunakunya mai buchafu sana, mamalari litubamba kuna model. Hapa lakini tunapika merci sana, tutarudia kumkongo na bale pesa kubakia. Bea barudira wako bengie na bo. Le village Mouloulou, qui auparavant voyait ses fils et filles utiliser l'eau de la rivière, les exposant à plusieurs maladies hydriques, ce dernier vont dorénavant avoir accès à l'eau potable grâce à l'honorable Moukwez Maloulou Magloire, la seule qui se soucie royalement du bien-être de sa circonscription électorale, qui est le territoire de Kipouchi. Ainsi donc, nous allons parler sport, mesdames et messieurs.
La journée du mercredi 4 mars 2026 était rose pour toutes les équipes louchoises qui ont presté en Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. C'est notamment la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert, le CS Don Bosco et Lubumbashi Sport qui ont imposé respect devant leurs adversaires. Bovan Kazadi nous fait le condensé. Juste après 5 matchs de suite sans victoire, 3 jours après avoir viré son entraîneur principal Pamphile Meayo, le CS Don Bosco a profité du manque d'inspiration du FC Tanganyika pour s'imposer sur une note de débit contre 1. Don Bosco se distinguait dans une affiche impressionnante dont l'ouverture a eu lieu sur une lourde frappe de son attaquant. Une bonne victoire qui a permis aux Salésiens de CS Don Bosco d'espérer une place à la phase des playoffs, car l'équipe louchoise se place 4e au classement provisoire de la Ligne Foot. Le Lubumbashi Sport de son côté se distinguait devant Sa Majesté Sanga Balende sur le score de débit contre 1. Malgré l'ouverture du score de l'équipe visiteuse de la ville de Mbujimai, Fumbenu Nawej s'est tapé le Lix du scoré à la 4e minute de jeu. Le Kamikaze de Lubumbashi Sport ont répliqué fortement avec un doublé de son jeune joueur Kinda Kalombo à la 53e et 90e minute plus 1. Par ailleurs, dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, le Kamikaze des Kolosi de l'AS Simba ont réalisé l'essentiel en récoltant un point précieux face à l'IS Tchunkonko. Cette équipe des Kolosi a tenu un échec à la formation noire et blanc de Kananga par la note de 1 but partout. Ce résultat permet à l'AS Simba de rester dans la course pour la phase qualificative du play-off qui s'annonce déjà. Enfin, les corbeaux de tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi ont pris le dessus devant les bombardiers du groupe Bazano sur une petite marque de 1-0. But marqué sur penalty, bien tiré par son gardien. Cette victoire a redonné la joie à tous les staffs techniques et aux fanatiques présents dans le gradin du stade ATP Mazembe de la commune Kamalondo. Une victoire précieuse de Mazembe qui maintient la tête du groupe A avec 55 points dans sa gibecière. Et place à présent l'actualité en dehors de nos frontières nationales. Grégoire Kazuba nous amène tout d'abord aux États-Unis d'Amérique où le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que les États-Unis gagnent leur opération militaire contre l'Iran. Et puis nous serons au Nigeria où les autorités sanitaires ont alerté sur la résurgence de la fièvre Lassa, une maladie virale hémorragique aiguë. Je vous prie de suivre cette page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité en international. Commençons par les États-Unis. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mercredi que les États-Unis gagnent leur opération militaire contre l'Iran, affirmant que les forces américaines et israéliennes disposent désormais d'un contrôle total de l'espace aérien iranien. L'annonce intervient alors que le combat entre dans leur 5e jour et que Téhéran intensifie ses représailles dans la région. Lors d'un point de presse au Pentagone, Pete Hegseth a précisé l'ampleur de l'opération. Les deux forces aériennes les plus puissantes au monde auront le contrôle total du ciel iranien, un espace aérien contesté. J'espère que tous comprennent que cela signifie. Nous volerons jour et nuit pour localiser et neutraliser les missiles et les infrastructures de défense de l'armée iranienne, ainsi que leurs dirigeants et chefs militaires. Nous survolerons Téhéran, leur capitale, le corps des gardiens de la révolution islamique. Les dirigeants iraniens ne verront que la puissance aérienne américaine et israélienne à chaque instant jusqu'à ce que nous décidons que c'est terminé. En France, au moins 4 embarcations de fortune ont pris la mer ce mardi, chacune transportant une cinquantaine de personnes depuis Gravelines. Plus de 250 hommes, femmes et enfants ont profité de la première accalmie météorologique de l'année pour tenter la traversée. Certains migrants attendaient derrière les dunes avant de courir vers l'eau. D'autres patientaient dans la mer jusqu'à l'arrivée de leur bateau. Cette méthode dite du taxi-boîte permet de contourner la surveillance en embarquant
s'embarquant loin des plages principales. Un 5e bateau a été aperçu déjà chargé. Dans la matinée, la gendarmerie maritime a intercepté une autre embarcation près de Dunkerque et remis ses passagers à la police aux frontières. Et pour terminer, au Nigeria, les autorités sanitaires alertent sur la résurgence de la fièvre Lassa. Le bilan communiqué par le Centre nigérien de contrôle et de prévention des maladies fait état de 75 morts en 7 semaines pour un total de 326 cas, soit un taux de létalité de 23% supérieur aux 19,7% enregistré au cours de la même période en 2025, alors que le nombre total de cas suspects et confirmés cette année est inférieur à celui de la même période en 2025. La fièvre Lassa touche actuellement 19 États du pays, dont Tabara, les plus endeuillés avec 24 décès. La tranche d'âge la plus concernée est celle de 21 à 30 ans. Au moins 5 professionnels de santé ont été touchés. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette synthèse d'actualité en international. Merci de l'avoir suivi. Merci. Merci également à vous, Grégoire Kazuba, et ça sera donc la fin de ce journal sur Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé.